Bonjour Valérie, bienvenue. Présidente Bonjour. Fondatrice du cabinet Sapiendo. Déjà pour dire une chose, c'est que, mais ça c'était attendu, on le savait, on ne découvre pas ça aujourd'hui, ces retraites complémentaires, elles ne sont augmentées que de 1%, c'est-à-dire en dessous de l'inflation qui était attendue sur cette année à 1,5%. C'est ça Valérie. D'habitude, c'est au niveau de l'inflation qu'elles sont revalorisées ces retraites complémentaires. Oui. Elles sont revalorisées au niveau de l'inflation ou toujours un petit peu moins que l'inflation, on va y revenir. Oui. Donc cette année, le tarif, c'est point de moins que l'inflation. Ça s'explique notamment par le fait que l'Agirc Arrco a dû aussi faire face à une baisse drastique de ses cotisations à cause de la crise du Covid-19, qui a amputé de 4 milliards les entrées de cotisation parce que il n'y a eu aucune cotisation versée au titre des salariés placés en chômage partiel. C'est ça. Et il faut, alors vous nous rappelez, la règle, c'est qu'il faut toujours avoir 6 mois de réserve sous le coude, c'est ça, du côté de l'Agirc Arrco. C'est pour ça qu'on gèle, en fait. Donc l'Agirc Arrco s'oblige à une rigueur financière parce qu'il faut que les comptes soient équilibrés. Et donc ça se traduit notamment par des efforts à faire sur le niveau des retraites. Et donc une revalorisation cette année d'un demi-point de moins que l'inflation. Sauf que vous dites, Valérie, chiffre à l'appui, vous avez calculé tout ça, vous dites, là on met tout ça sur le dos du Covid pour augmenter moins que l'inflation, mais vous dites, c'est pas la première fois que ça arrive, cette histoire, qu'on revalorise en dessous de l'inflation depuis 10 ans. Le Covid a évidemment amplifié les choses, mais chaque année, il y a des revalorisations inférieure à l'inflation, et c'est tout à fait logique. Donc les bonnes questions à se poser, c'est a-t-on vraiment le choix de faire autrement et que font les autres caisses de retraite? Oui. Donc a-t-on vraiment le choix de faire autrement? Vous savez qu'on a affaire en France actuellement, enfin comme dans tous les pays développés, à un vieillissement de la population, un vieillissement démographique. Donc que faire face à ça? Parce que ça veut dire quoi concrètement un vieillissement de la population? Ça veut dire pour un même nombre de personnes qui cotisent, de plus en plus de retraités. Donc très concrètement en chiffres, et je tire les chiffres du dernier rapport Tirole-Blanchard, donc très récent, de juin dernier, en 2020, pour 100 personnes âgées de 15 ans à 64 ans, il y a 33 personnes de plus de 65 ans. Oui. Ces 33 personnes, dans 20 ans, elles deviendront 45. Donc ça veut dire qu'il y aura 36% de plus de seniors dans 20 ans, pour le même nombre d'actifs. Oui. Donc c'est vraiment une révolution, et il faut gérer ça, absolument. Donc comment le gérer? Enfin, il faut le gérer si on ne veut pas endetter les générations futures. Ça veut dire donc arrêter de revaloriser, ne serait-ce qu'à hauteur de l'inflation. Ça veut dire de se serrer la ceinture aussi au niveau de l'Agirc Arrco. Ça veut dire qu'on a les 3 leviers habituels. Les 3 leviers habituels, c'est agir au niveau des retraites, donc baisser légèrement les retraites, en faisant quoi notamment? En les revalorisant en dessous de l'inflation. C'est ce qui est fait. Et je rappelle que, et ce qui est fait depuis quelques années déjà, il faut quand même rappeler que malgré cela, le niveau de vie des retraités est tout de même encore supérieur au niveau de vie des actifs. Légèrement supérieur au niveau de vie des actifs, ce sont des statistiques INSEE. L'autre levier, c'est augmenter les cotisations. Donc quand on augmente les cotisations, on va pénaliser un petit peu les salariés, parce qu'ils vont avoir un pouvoir d'achat qui baisse, et on pénalise aussi les entreprises, puisque la masse salariale va coûter plus cher, donc elles seront moins compétitives. Dernier levier, il y en a même un petit quatrième, mais le troisième gros levier, c'est décaler l'âge de départ. Et voilà. Décaler l'âge de départ, c'est aussi ce qui est fait par des mesures directes ou indirectes. Les mesures directes, c'est par exemple, j'augmente le nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Voilà. Ou c'est, je crée des malus, comme a fait l'Agirc Arrco, pour inciter les personnes à travailler au-delà de l'âge du taux plein. Il y a aussi tout de même un autre levier, c'est la diminution, mais qui est inférieure, je dirais, dans son importance, c'est la diminution des frais de gestion des organismes des caisses de retraite, tout de même. Et là, ça a été le cas aussi, ça a été un effort mené par l'Agirc Arrco qui a baissé de plus de 700 millions d'euros par an le montant de ces frais de gestion en 7 ans. Bon, tout ça pour dire effectivement que ça s'est traduit par un manque à gagner. Alors que vous avez chiffré, je crois, est-ce qu'en 30 secondes, on peut donner un exemple, allez Valérie, des conséquences justement de cette sous-revalorisation des retraites complémentaires depuis quelques années finalement? En quelques secondes, on peut... Je dirais que depuis une dizaine d'années,
si on prend le niveau des pensions par rapport au niveau de l'inflation globale, on est à une revalorisation de 40% de moins à peu près que l'inflation. Ah ouais, voilà. C'est ça, voilà, effectivement, c'est ce qui ressort de vos chiffres. Voilà donc pour les retraites complémentaires. Il nous reste 1 minute ensemble, Valérie, mais d'un mot, parce que c'est le sujet qui va revenir sur la table dans les prochaines semaines, Emmanuel Macron, sur les retraites au sens large. Vous dites quoi, Emmanuel Macron, dont on sent bien qu'il a envie de faire une annonce d'ici les élections, qu'il y a une annonce qui est plus souhaitable qu'une autre, qu'il faut absolument faire une annonce, que le système des retraites est à ce point en mauvaise santé qu'il faut absolument faire une annonce? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, finalement? Je dirais qu'Emmanuel Macron, il est très attendu, puisque la réforme des retraites, c'était un de ses thèmes de campagne principaux. Oui. Je dirais que pendant la première moitié de son quinquennat, il y a eu une réforme qui a été votée, rappelons-le, amendée puis abandonnée. Je pense que le gros sujet, c'est la confiance. On voit bien, les jeunes générations n'ont plus confiance dans le système. Il y a un vieillissement de la population, donc il faut le gérer. Et donc, le plus important, c'est de donner une trajectoire commune à tous pour redonner la confiance et surtout de faire en sorte que tous ces mini-ajustements dont on vient de parler, annuels, qui ont lieu, on augmente les cotisations, on baisse les retraites, etc., il faut que ces mesures soient, à mon avis, homogènes parmi toutes les caisses de retraite. Mais financièrement, sinon, chaque caisse de retraite fait ces petits ajustements et ça ajoute de la confusion et ça crée des inégalités qui sont tout de même réelles entre les différentes caisses de retraite et donc les différents retraités et les différents cotisants. Mais financièrement, pour terminer Valérie, le système, il n'est pas aux abois, le système des retraites français aujourd'hui? Le système est déjà très déficitaire, hein. Il est extrêmement déficitaire. Il est déficitaire. Alors on peut dire, on continue, chaque année fait l'inventaire des déficits. Donc il y en a beaucoup, ils sont d'ailleurs très difficiles à calculer parce que chaque système est différent. Donc on peut se dire, on continue à être déficitaire, on continue à faire de la dette, mais on ne fait que décaler le problème, reporter le problème sur les générations futures et dégrader la confiance dans le système. C'est ça l'équation. Si on ne fait rien, on augmente la dette, on accroît les inégalités et on dégrade la confiance dans le système. Et on est d'accord que repousser l'âge de départ est ce qui permet de faire rentrer de l'argent le plus rapidement dans les caisses. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus pour vous. Voilà. C'est le plus efficace d'un point de vue financier. C'est sûr. Alors, il y a plusieurs moyens. Soit on peut décaler l'âge de départ légal, soit on peut avoir des systèmes incitatifs aussi, rappelons-le, où on encourage encore plus qu'aujourd'hui les personnes à retarder leur départ à la retraite, en leur faisant gagner beaucoup plus si elles partent plus tard, ou beaucoup moins si elles partent plus tôt. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est fait du côté de l'Agirc-Arrco avec le fameux bonus-malus, mais on le disait déjà à l'époque, hein, Valérie, que c'était une sorte de laboratoire de ce qui pourrait être mis en œuvre plus tard sur le régime général des retraites, finalement, les faits nous ont pas... C'est avoir des mesures plus incitatives ou plus désincitatives par rapport à l'âge de départ. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour en tirer les conclusions, mais ce sera à suivre de très très près. On verra ça, évidemment. On verra Emmanuel Macron qui doit sortir du bois d'ici quelques jours, quelques semaines sur ce sujet des retraites en vue de la campagne. Merci beaucoup, Valérie. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi en direct sur BFM Business. Valérie Batting, présidente fondatrice du cabinet Sapiendo avec nous. Merci Valérie, à très vite. Midi